i giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti, paroli a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Du centre culturel, et c'est un diptyque, une première conférence où nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Pierre Longuerette, qui est le directeur délégué du Théâtre national de danse de Chaillot, et ensuite au second semestre nous accueillerons Robin Renucci, directeur du Théâtre national de la Criée. Voilà, donc c'est un sujet qui résonne beaucoup, l'éducation artistique et populaire dans notre société actuelle, qui nous permet d'à la fois de nous rendre compte à quel point la culture a un rôle essentiel dans la transmission de nos valeurs et puis dans l'expression de notre créativité, de nos créativités. Et donc voilà, nous avons l'immense privilège que M. Longuerette nous fasse part de son expérience et de sa vision. Et au cours donc de cette conférence, nous aborderons à la fois les enjeux et aussi l'intérêt d'avoir la culture en tant que moyen d'émancipation, et puis peut-être aussi des moyens concrets qui sont mis en œuvre par M. Longuerette, qui a œuvré une bonne partie de sa carrière et qui continue toujours à œuvrer pour la culture, qui est un fervent militant et qui a travaillé à de nombreux projets d'envergure et d'inclusion pour tous. Voilà. Bien sûr, après ce temps-là, il y aura un temps d'échange, vous pourrez poser vos questions, notamment les étudiants. Et puis nous sommes retransmis aussi en direct Facebook. Donc s'il y a des questions, je regarderai et je vous les poserai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Davia, et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir intervenir sur un sujet qui m'est très cher dans ma ville natale, puisque je suis natif de Corté. Donc, ça a j'ai un lien évidemment très affectif avec cette ville et avec la Corse, puisque j'ai eu la chance d'exercer une partie de ma vie professionnelle en Corse, puisque j'ai dirigé les affaires culturelles et le théâtre Callisté, qui malheureusement est fermé maintenant à Ajaccio, dans les années 90-2000, fin des années 90, début des années 2000. Et ça a été pour moi une expérience extrêmement riche et fondatrice, puisque j'étais très jeune à l'époque, et ça m'a beaucoup appris sur la question de la place de l'art et de la culture dans les vies individuelles et collectives et dans le développement d'un territoire. Alors, je remercie Davia pour m'avoir proposé de traiter un sujet qui m'est extrêmement cher, parce que la question de l'éducation populaire, qui recouvre aussi l'éducation artistique, bien sûr, c'est une question, je crois, centrale dans la problématique de la politique culturelle contemporaine, puisque on fait le constat, c'est des constats qui sont faits par des études qui sont conduites par exemple, le département études prospectives et statistiques du ministère de la Culture, qui montrent à quel point, malheureusement, malgré tout l'investissement public, les pratiques culturelles, et notamment les pratiques culturelles des jeunes générations, sont de moins en moins dans les théâtres, dans tout ce qui est toute cette ce maillage culturel qui a fait à un moment la spécificité de la politique culturelle de la France, donc les musées, les centres d'art, les théâtres publics, les cinémas d'art et essai, et que ces pratiques culturelles trouvent de plus en plus leur place dans les réseaux. Ce qui n'est pas en soi une difficulté, mais ce qui pose quand même la question de l'ouverture et du partage de cette offre culturelle aux jeunes générations, la question de leur transmission. Et que donc cet enjeu de l'éducation populaire dans un contexte où, en effet, on est dans une espèce de paradoxe, parce que à notre époque, il n'y a jamais eu, je crois, autant de ressources, d'œuvres culturelles disponibles gratuitement, grâce au réseau d'ailleurs, et paradoxalement, la question de la transmission n'a jamais été aussi difficile, et on voit qu'on a beaucoup de vents contraires. On a évidemment malheureusement des fractures sociales, territoriales et des inégalités qui demeurent de manière très prégnante. Et puis on a effectivement le rôle des réseaux sociaux qui ont
tendance à cadenasser un peu nos imaginaires, puisque vous voyez comment fonctionnent les réseaux sociaux avec des algorithmes, et ces algorithmes ont tendance à nous enfermer dans le semblable, dans ce qui nous est déjà familier, alors que l'art et la culture, ça a plutôt vocation à nous ouvrir vers l'altérité, vers ce qui est différent, pour générer en nous une appréhension peut-être plus forte de la complexité du monde, de ce qui constitue aussi la richesse du monde par sa diversité. Et donc ce risque d'uniformisation par les grands opérateurs du numérique, ce qu'on appelle les GAFAM, les Google, Amazon, Netflix et ainsi de suite, c'est un vrai risque dont il faut tenir compte et sur lequel peut-être l'éducation populaire, avec tout ce qu'elle représente en termes de médiation humaine, et moi j'y crois beaucoup, je crois que la question de la médiation humaine est un vecteur extrêmement efficace, est une réponse probablement de premier plan face à ce risque à la fois de rétrécissement, d'enfermement, d'isolement, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les réseaux sociaux ont tendance à isoler un certain nombre de personnes, et que l'éducation populaire, c'est précisément le contraire, c'est un espace collectif d'émancipation. Alors peut-être pour commencer, après ce très bref préambule, des questions de définition de l'éducation populaire, et on voit qu'il y a plusieurs définitions que je vais rapidement survoler pour donner une idée sur ce que recouvre l'éducation populaire. Alors, il y a la définition des CMEA, qui sont une structure d'éducation populaire qui a été créée au moment du Front populaire, mais on y reviendra, qui sont les centres d'entraînement des méthodes d'éducation active, qui indiquent que l'éducation populaire est un courant de pensée qui vise à promouvoir une éducation amenant une transformation sociale en dehors des institutions traditionnelles d'enseignement. Une deuxième définition qui est celle d'une historienne, une sociologue de l'éducation et de l'éducation populaire, qui est Geneviève Poujol, qui d'ailleurs a été l'épouse du Premier ministre Michel Rocard. L'éducation populaire est un projet de démocratisation de l'enseignement porté par des associations dans le but de compléter l'enseignement scolaire et de former des citoyens. Christian Morel, qui est un autre historien de l'éducation populaire, qui dit que l'éducation populaire est l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, qui travaillent à l'émancipation des individus et du peuple et augmentent leur puissance démocratique d'agir. Ce qui est très frappant dans l'éducation populaire, c'est qu'elle est pas née de l'État, elle est née du corps social. Elle est née des acteurs sociaux eux-mêmes, et on voit que dans ces définitions, il y a effectivement la notion de constitution d'espace collectif pour favoriser l'émancipation. Alors l'émancipation, qu'est-ce que ça veut dire? L'émancipation individuelle et collective, c'est-à-dire ça signifie de pouvoir s'autonomiser intellectuellement et politiquement, de pouvoir se libérer d'un certain nombre d'emprises. Alors à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est-à-dire au XVIIIe et au XIXe siècle, c'était notamment l'emprise religieuse qui avait tendance là aussi à formater les esprits et à penser par soi-même. Donc cette notion d'émancipation, elle est extrêmement précieuse dans le cadre de l'éducation populaire et aussi dans le cadre de la démocratie. La démocratie, c'est l'exercice du libre arbitre, c'est l'exercice de la citoyenneté. Et donc évidemment, l'éducation populaire doit renforcer cette capacité à exercer son libre arbitre, à juger par soi-même, à réfléchir par soi-même et à être dans une forme de liberté intellectuelle et politique. Et donc les notions à la fois évidemment d'éducation, les notions d'émancipation, mais également les notions de sociabilisation sont au cœur de la question de l'éducation populaire, avec cette volonté d'être dans une dimension horizontale et participative, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique descendante, on travaille avec un groupe d'individus qui chacun apporte leur réflexion, leur savoir, et on est dans une forme d'échange le plus approfondi possible. Donc, avec aussi l'objectif d'expérimenter de nouvelles méthodes éducatives, puisque je disais que l'éducation populaire s'est structurée
en dehors du champ étatique, effectivement, avec notamment des personnalités, on y reviendra tout à l'heure, qui étaient porteuses de nouvelles méthodes pédagogiques et d'innovation pédagogique. Donc cette question de travailler l'éducation en dehors du cadre scolaire, en dehors des méthodes traditionnelles et aussi tout au long de la vie, c'est aussi une question importante. L'éducation populaire concerne en priorité la jeunesse, mais concerne également les adultes. Et c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, où cette notion d'éducation tout au long de la vie, d'éducation populaire tout au long de la vie, en créant des collectifs de réflexion et d'action, est très présente. Alors peut-être très rapidement sur les origines de l'éducation populaire, parce que c'est très important de faire ce regard rétrospectif sur l'histoire et comment est née l'éducation populaire. Donc il y a le moment, on va dire, déclencheur, c'est la Révolution française, avec le fameux rapport de Condorcet sur l'instruction publique. On sait que Condorcet, rapport qu'il a élaboré en 1792, qui a été la première pierre vers l'instruction publique, mais où Condorcet pointe aussi la nécessité de former tout au long de la vie. Et évidemment, dans le droit fil de la philosophie des Lumières, il insiste beaucoup sur cet enjeu de l'émancipation et sur cet enjeu de former un citoyen libre qui aura la possibilité de pouvoir exercer ses choix librement. Au XIXe siècle, il y a 3 courants distincts qui apparaissent et qui, là aussi, dans le contexte du XIXe siècle, qui est un contexte en France d'instabilité politique, puisque vous savez qu'il y a certes la Révolution de 1789, mais qu'il y a des restaurations, qu'il y a ensuite des tentatives qu'il y a le Premier Empire et le Second Empire. Donc les républicains convaincus ont porté de manière extrêmement forte et extrêmement volontaire cette idée de l'éducation populaire, précisément pour diffuser l'idée républicaine. Et j'ai mis la photo de Jean Massé qui, en 1866, a créé la Ligue de l'enseignement parce que lui-même, il était journaliste, républicain convaincu, et il voulait absolument former la jeunesse, sensibiliser la jeunesse à cette idée républicaine qui était combattue par des courants contre-révolutionnaires, des courants royalistes. Et toute l'histoire française du XIXe siècle est tiraillée entre ces deux courants jusqu'à l'avènement de la Troisième République qui, en 1871, qui apporte une stabilisation de l'idée républicaine dans sa transcription, sa traduction institutionnelle. Donc, là aussi, je ne veux pas trop m'attarder sur les éléments historiques, mais tout au long du XIXe siècle, il y a ce développement des collectifs, des moments avec des personnalités comme Jean Massé qui développent ce qu'on n'appelait pas encore des colonies de vacances ou des maisons des jeunes, mais on a l'émergence et des embryons de ce qui vont devenir des colonies de vacances et des maisons des jeunes qui auront une consécration avec le Front populaire qui, donc, comme vous le savez, instaure les congés payés en 1936 et que cette question du temps libre, cette question du temps de loisir avec les congés payés donne une nouvelle légitimité à cette notion d'éducation populaire et avec là aussi la création j'ai cité tout à l'heure les CMA, les créations de nouvelles structures qui veulent poursuivre cette amorce qui a été initiée au XIXe siècle de formation du citoyen, d'enracinement de l'idée républicaine et des valeurs démocratiques via une éducation qui passe, là encore, par la socialisation. La résistance et la libération, évidemment, avec l'horreur de la Shoah, l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, renforce cette nécessité d'encore plus ancrer dans la société française l'idée d'une
d'un mouvement de l'éducation populaire. Et donc on assiste dès 1944, dès le premier gouvernement provisoire, à la création au niveau étatique d'une direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, on commence à avoir les prémices d'une professionnalisation de l'éducation populaire, puisque jusqu'à présent, elle était le fait de militants, de gens qui s'engageaient, pour lesquels les formations n'existaient pas. Et à la Libération, avec les premiers gouvernements provisoires, on va assister au développement d'un certain nombre de structures de formation pour former des animateurs avec des dispositifs d'agrément de ces grandes fédérations d'éducation populaire qui structure le champ. Alors, je suis passé assez rapidement sur les trois courants qui étaient apparus au XIXe siècle, parce qu'on a effectivement un courant laïque et républicain, on a un courant chrétien social et un courant ouvrier et révolutionnaire. Donc là aussi, je ne peux pas m'attarder, mais vous pourrez creuser ces différentes mouvances de l'éducation populaire, parce qu'elles ont chacune porté certains de manière... Alors Jean Massé était très clairement issu du courant laïque et républicain. Il y a eu un courant chrétien social qui a été extrêmement puissant et qui notamment a favorisé une forme enfin le scoutisme. Le scoutisme vient de cette forme de l'éducation populaire du courant chrétien social, et un courant ouvrier et révolutionnaire qui est plus lié à la syndicalisation et à l'action des syndicats, avec une dimension politique très très marquée sur l'enjeu de l'émancipation de la condition ouvrière. Peut-être l'évolution de l'éducation populaire après la Libération, puisque vous savez que avec l'arrivée de la Ve République, il y a la création du ministère des Affaires culturelles par André Malraux en 1959. Et Malraux, qui est une personnalité intellectuelle et artistique absolument considérable, que j'admire énormément, avait une conception... très ancré dans la création et il disait toujours que le ministère de la Culture n'a pas vocation à faire apprendre la culture, mais à la faire aimer. Donc il avait un rejet assez puissant de tout ce qui concernait l'éducation artistique ou l'éducation populaire. Et je dis dans cette diapositive qu'il y a un effacement de l'éducation populaire. Alors, elle ne s'efface pas du paysage institutionnel français, mais André Malraux ne l'intègre pas au ministère de la Culture parce qu'il était partisan d'une théorie du choc artistique. Il considérait qu'il fallait mettre en rapport les œuvres et les individus pour qu'il se passe quelque chose. Alors, c'était effectivement ce que André Malraux avait lui-même vécu, puisque vous savez qu'André Malraux n'a jamais eu le baccalauréat. C'est quelqu'un qui a passé une enfance à Bondy, qui très vite n'a pas aimé l'école, et que les différentes rencontres qu'il a pu faire avec des artistes, avec des œuvres, l'ont conduit à développer une passion pour l'art, un amour de l'art, une réflexion sur l'art. Mais je crois que c'est un peu une exception. Enfin, je pense que dans nos parcours, tels que nous avons pu le vivre nous-mêmes, dans la diversité de nos expériences, on a tous pu faire le constat que la médiation, l'éducation à l'art est un élément très important, et que rares sont ceux d'entre nous qui tombent dans l'art ou qui ressentent le fameux choc esthétique dont Malraux s'était fait le théoricien. Et donc toute la dimension éducative, toute la dimension d'éducation populaire a été plus ou moins rejetée par Malraux, sauf dans le domaine des conservatoires, où en 1963, il a demandé à un compositeur qui s'appelait Marcel Landowski de faire un grand plan de développement des conservatoires, et ça a été le seul volet sur lequel André Malraux a véritablement, et avec un très grand succès, puisque on sait que les conservatoires ont vraiment structuré le champ musical en France, avec un développement très important des formations musicales professionnelles et amateurs en France. C'est le seul secteur où Malraux s'est investi, mais c'était aussi beaucoup grâce à la personnalité de Marcel Landowski, qui avait beaucoup porté cette idée de développer les
conservatoires en France, et ça a été pour le coup un vrai succès. Donc l'éducation populaire disparaît du périmètre du ministère des Affaires culturelles, avec aussi pour difficulté structurelle de faire en sorte qu'il y a un peu une césure entre la culture avec un grand C, telle que la concevait Malraux, ou la création avec un grand C, telle que la concevait Malraux, et tout le champ de l'action éducative pour la culture, contrairement aux pays anglo-saxons, aux pays du nord de l'Europe, où la dimension éducative de la culture a toujours été très présente. Et on en vit encore les difficultés, hein, puisque on voit bien à quel point on a des difficultés à inscrire l'éducation à l'art au sein du monde scolaire et au sein des parcours scolaires. Et l'origine est vraiment cette difficulté que Malraux avait à concevoir la politique culturelle comme une politique éducative. Jack Lang, qui arrive en 1980 avec un doublement du budget de la culture, il est beaucoup dans la lignée de Malraux. C'est quelqu'un qui croit profondément en la création et au pouvoir de la création, mais il comprend que pour soutenir la création, il faut aussi développer l'éducation artistique et culturelle. Donc, Jack Lang a eu 2 ministères. Il y a celui de 80 à 86. Ensuite, il y a une cohabitation entre 86 et 88. Et pendant le second septennat, donc le deuxième mandat de Jack Lang, entre 88 et 93, il développe l'éducation artistique de manière importante. Et ensuite, il sera encore ministre de la Culture et de l'Éducation sous Lionel Jospin. Et il va lancer une vraie stratégie d'éducation artistique très importante, qui malheureusement, quand Jacques Chirac arrive au pouvoir en 95, est démantelé. Mais en tout cas, il va mettre en œuvre un vrai plan qu'on appelait à l'époque le plan Lang-Tasca, puisque Jack Lang était ministre de l'Éducation et Catherine Tasca était ministre de la Culture, et qui va là aussi poser des fondations sur des parcours d'éducation culturelle et artistique au sein de l'éducation nationale. Après ces 2 ministères, les premières conventions de partenariat avec les grandes fédérations d'éducation populaire sont passées par Catherine Trautmann, qui a été ministre de la Culture entre 97 et 99. Donc ces conventions, et donc c'est la première fois qu'il y a des conventions de partenariat entre des fédérations d'éducation populaire et le ministère de la Culture. La deuxième fois, ça sera il y a 2 mois, et j'y reviendrai, par Rachida Dati, qui a signé là encore une convention, un agrément de partenariat avec les conventions d'éducation populaire, mais on y reviendra. Et Catherine Trautmann, qui était d'obédience rocardienne, donc avec une très forte sensibilité social-démocrate, avait compris tout l'enjeu de repenser la politique culturelle avec les fédérations d'éducation populaire, puisque les fédérations d'éducation populaire, donc la Ligue de l'enseignement, les CMEA, les Franca, tous ces grands mouvements associatifs de développement de l'éducation par la culture et par le sport également, tous ces réseaux Peuple et Culture, le réseau des maisons des jeunes et de la culture, font évidemment un travail considérable et, comme je le disais en préambule, un énorme travail de médiation humaine avec la jeunesse, mais aussi à tous les âges de la vie, pour créer des conditions d'appropriation de l'art et de la culture. En gros, je voudrais rapidement vous donner quelques idées sur l'organisation et les réseaux de l'éducation populaire. Donc, le ministère de tutelle, compte tenu de ce qui s'est passé sous Malraux, est resté le ministère de la Jeunesse et Sport, avec un organisme important qui s'appelle l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, qui est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui n'est pas du tout sous la tutelle du ministère de la Culture. Et l'INJEP est à la fois un institut de recherche, un institut qui délivre des subventions, qui délivre des agréments, qui travaille à toute une série d'actions et d'opérations sur la durée, et qui fédère aussi les grands acteurs de l'éducation populaire.
Donc on voit que malheureusement cette erreur conceptuelle, si j'ose dire, d'André Malraux, elle continue de marquer cette césure, cette dichotomie entre d'un côté le ministère de la Culture et d'un autre côté le ministère de la Jeunesse et des Sports qui exerce sa tutelle sur tout ce mouvement social autour de l'éducation populaire. Alors, je considère qu'il y a un renouveau de l'éducation populaire depuis les années 2000 pour les raisons que j'ai indiquées, parce que les ministres de la Culture successifs et les ministres de l'Éducation nationale également se rendent compte à quel point c'est un outil extrêmement précieux et extrêmement efficace pour créer des conditions favorables aux pratiques culturelles, puisque dans l'éducation populaire, la notion de pratique amateur est extrêmement présente, pour créer aussi ce lien social. Donc nous savons que nous sommes malheureusement dans une société qui connaît une forme de désagrégation du lien social, qui est liée aux fractures dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des fractures à la fois économiques, des fractures sociales, des fractures territoriales, des fractures culturelles et parfois des fractures religieuses, avec des replis identitaires qui sont très forts, et que les dispositifs d'éducation populaire sont de vrais remparts contre l'ensemble de ces fractures et permettent de créer aussi à la fois du lien social, mais aussi un épanouissement individuel et collectif. Donc ce sont également des outils importants pour lutter contre la violence et une forme de repli, et que ce sont également des outils très importants pour, comme je le disais également en préambule, pour l'exercice de la citoyenneté et pour l'enracinement de l'idée républicaine et démocratique dans les jeunes générations. Renouveau qui se traduit, j'y ai fait allusion tout à l'heure, par la volonté d'un certain nombre de ministres de la culture de se rapprocher des grands mouvements d'éducation populaire, et un des événements emblématiques, c'est effectivement la façon dont Rachida Dati a signé une charte d'engagement réciproque. C'est le nom de cette charte, qui a été signée il y a 2 mois, je crois, donc c'est très récent, entre les grandes fédérations d'éducation populaire, donc celles qui sont citées, que vous voyez sur la diapositive, la Ligue de l'enseignement, les Francas, les CMA, Peuple et Culture, les MJC, et le ministère de la Culture, pour renforcer les échanges, les actions communes entre le ministère de la Culture et ces grandes fédérations d'éducation populaire. Cette charte d'engagement réciproque crée aussi un label, qui est un label d'éducation populaire, qui est délivré par le ministère de la Culture et qui permettra de labelliser un certain nombre de manifestations et d'actions. Et cette charte crée aussi un Conseil national un Conseil national culture et éducation populaire, ce qui est là est une véritable avancée, parce que ça va permettre de disposer d'un véritable outil de concertation et de coordination entre le ministère de la Culture et les grandes fédérations d'éducation populaire. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est vraiment une nouveauté parce que les conventions de partenariat qui avaient été signées sous Catherine Trottmann étaient déjà un pas important, mais c'était un peu des déclarations d'intention. Avec la charte d'engagement réciproque que Rachida Dati a signée avec les grandes fédérations d'éducation populaire, on a un véritable outil d'action, de concertation, de coordination, qui va permettre d'aller beaucoup plus dans des éléments concrets et de coopération et de synergie entre ce que peut porter le ministère de la Culture et ce que portent les fédérations d'éducation populaire, et qui, nous l'espérons, permettra de réduire cette fracture entre ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la conception très, très à la Malraux de la culture, avec une forme de regard parfois très condescendant des acteurs culturels, c'est-à-dire des théâtres nationaux, des centres dramatiques nationaux, des centres d'art, vis-à-vis de l'éducation populaire. Moi, je me souviens, quand j'étais directeur de la culture de la ville de Rennes, j'avais comme interlocuteur un directeur de théâtre, et je l'incitais beaucoup à aller s'investir dans
dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers sensibles, et il me disait, mais tu veux que je fasse du socio-cul, avec une espèce de mépris J'ai dit oui, je vois pas en quoi faire du socio-cul, comme tu dis, est une infamie. Je trouve au contraire que faire de l'action au bénéfice des quartiers difficiles, des quartiers sensibles, de la jeunesse qui souvent est en déshérence dans ces quartiers, ça me semble être une action extrêmement noble. Donc ça témoigne. Alors on a de moins en moins de réactions de ce type, heureusement, mais l'héritage lié à l'erreur conceptuelle de Malraux, il s'est beaucoup traduit par ce type de regard condescendant, de regard surplombant sur ce qui était qualifié avec beaucoup de mépris le socio-cul ou l'action socioculturelle. Alors même que on a beaucoup d'artistes qui ont été formés dans des maisons des jeunes et de la culture. Moi, je connais beaucoup de musiciens, d'auteurs de bandes dessinées, de metteurs en scène de théâtre qui ont vu se révéler leur vocation artistique dans des maisons des jeunes et de la culture. Donc, je pense qu'il faut en finir avec cette espèce d'éloignement et de regard éloigné ou même de regard un peu surplombant du côté entre les deux secteurs, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à partager et vraiment beaucoup à faire ensemble et à inventer ensemble. Donc moi je me félicite vraiment de ce rapprochement entre les deux ministères. Alors je voudrais qu'on entre un peu plus dans les éléments concrets et qu'on examine peut-être de manière plus opérationnelle qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire en réalité sur le terrain. Donc peut-être en revenant sur les objectifs de l'éducation populaire. Donc je vais reprendre de manière peut-être plus synthétique ce que j'ai dit. Premier point, c'est de créer chez les bénéficiaires une réceptivité à l'art et aux démarches artistiques, donc en sensibilisant et en faisant acte de médiation. Deuxième point, c'est de développer les capacités créatives de chacun, puisque j'indiquais que dans beaucoup d'opérations d'éducation populaire, il y a le développement de pratiques amateurs. Donc c'est de voir comment chacun peut apporter sa part de créativité, sa part d'imaginaire dans une action collective, favoriser l'esprit critique et l'émancipation. On le verra dans les quelques manifestations et opérations qu'on va regarder de près. Vous verrez qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup d'échanges qui sont organisés dans les actions d'éducation populaire. Développer le sens civique par l'apprentissage de la vie collective. Il y a en effet cette dimension collective, cette dimension de vie en commun, d'attention à l'autre qui est très forte dans l'éducation populaire. Et donc, in fine, c'est de produire du commun, c'est-à-dire produire des références communes, produire des valeurs communes, de manière à ce qu'on facilite la vie collective. Alors, je voudrais qu'on rentre dans des exemples de projets d'éducation populaire, dont certains que vous connaissez forcément. Le premier qui est sur notre territoire insulaire, qui est les rencontres de l'art, il y a Olmi-Capelle, qui ont été créées par Romain Renouch, qui viendra donc, je crois, au deuxième semestre. Et là aussi, une opération qui est vraiment une opération d'éducation populaire, parce qu'on retrouve tous les paramètres que j'ai indiqués. C'est à la fois une opération qui fait intervenir des artistes professionnels sur des projets de création, qui met en œuvre des ateliers de pratique artistique, donc avec une dimension de formation des jeunes qui y participent, qui travaille aussi sur cette dimension collective, puisque vous savez qu'à Olmi-Capelle, il y a des hébergements et les participants au stage des rencontres de l'art vivent collectivement et sont donc intégrés à une forme de règlement collectif et là aussi d'échange et d'attention aux autres, et qu'il y a des restitutions et des intégrations des stagiaires aux différents projets théâtraux qui sont conduits à l'ARIA. Le
le deuxième projet que je trouve extrêmement intéressant, qui est ce projet qui s'appelle Parole Nomade, qui a été créé dans un quartier de Besançon qui s'appelle le quartier de la Planoise et qui est une opération autour de la parole publique. Et là, qui ne concerne pas que les jeunes, mais qui concerne également toutes les générations, avec l'idée, donc qui a été créée en 2013, avec l'idée de donner la parole aux habitants de ce quartier de la Planoise à Besançon. Et donc, pour leur donner la parole, il ne s'agit pas de créer des espaces spontanés de prise de parole, c'est préalablement précédé par des ateliers à la fois sur la parole citoyenne, sur la formation à la prise de parole et à la structuration du récit, mais également des ateliers aussi pour mettre en œuvre des podcasts, donc le podcast étant aussi une prise de parole citoyenne, et il y a aussi également des ateliers d'écriture qui permettent au moment du festival d'avoir des petites formes, enfin petites et moins petites, de prise de parole dans l'espace public sous la forme de contes, sur la forme de poésie déclamée dans l'espace public, sous la forme de récits, et puis avec ce qui est intéressant dans ce festival Parole Nomade, qui a lieu chaque mois de juin depuis 2013 à Besançon, c'est qu'il y a aussi des ateliers de création de carnets de bord. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la prise de parole orale, mais il y a aussi la prise de parole écrite. Donc on forme les habitants à avoir des carnets de bord qui leur permettent d'évoquer des moments de leur vie ou des moments qu'ils ont vécus pendant un des festivals précédents ou de ce dont ils ont envie de parler et de faire partager à l'ensemble de la population. La troisième manifestation que je trouve extrêmement intéressante, qui a lieu pendant le Festival d'Avignon, dans le cadre du Festival Off à Avignon, c'est cette manifestation qui s'appelle Cours du spectateur et qui est une composante du Festival Off qui investit en réalité une école. Et ce sont, là aussi, c'est un collectif de bénévoles qui sont... alors, c'est un projet qui est porté par la Ligue, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Donc, on retrouve ces fédérations d'éducation populaire qui sont porteuses de ces opérations. Donc, c'est une école qui est investie par des bénévoles et qui mettent en place un mini-festival dédié au jeune public. Donc ces bénévoles font ensemble le choix des spectacles qu'ils veulent inviter. Ils élaborent aussi des ateliers pour les jeunes. Les jeunes publics, c'est vraiment des préados qui sont concernés par cette opération Cours du spectateur et qui ensuite permettent à ces jeunes d'assister au spectacle, d'avoir des rencontres avec les compagnies invitées, d'avoir des débats avec des compagnies invitées, d'avoir aussi des ateliers de pratique de l'art théâtral avec les compagnies. Et donc là aussi, je trouve que c'est un festival, enfin c'est une opération dans le cadre du Festival Off extrêmement vertueuse parce que non seulement elle fait participer des enfants, mais elle fait aussi participer des adultes qui organisent ce festival de manière bénévole et qui là aussi sont donc en interaction entre eux, mais aussi avec tous les jeunes. La quatrième manifestation que je trouve extrêmement intéressante, qui est aussi portée par la Ligue de l'enseignement, c'est le festival Première Marche à Troyes, qui a été créé en 1999, et là qui est dans le domaine du cinéma. Et c'est un festival de courts-métrages. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à la fois, là aussi, des réalisateurs professionnels qui sont invités dans ce festival Première Marche pour présenter leurs films, mais qu'également, en amont du festival et pendant le festival, vous avez des ateliers de réalisation. Vous avez un jury professionnel qui décerne un prix et un jury des jeunes participants qui décerne un prix de court-métrage dans le cadre du festival. Et puis, évidemment, des interventions dans les écoles qui sont très, très nombreuses. Il y en a d'autres, mais j'ai voulu vraiment me focaliser sur ces quatre-là pour vous montrer la diversité
de ce qui peut exister dans le champ de l'éducation populaire en matière d'art et de culture. Et puis je vous propose qu'on fasse un focus peut-être un peu plus précis sur des opérations. Là, pour le coup, j'ai eu l'occasion de porter moi-même et parfois même d'inventer. Alors, une première que je voudrais vous présenter, c'est l'opération Bulle en Fureur, parce que avant d'être directeur délégué du Théâtre National de Chaillot, j'étais directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Et alors, cette opération Bulle en Fureur, c'est pas moi qui l'ai montée, elle préexistait quand je suis arrivé à la tête de la Cité de la BD. Mais en tout cas, j'en ai été partie prenante en tant que directeur général de la Cité de la bande dessinée, et j'ai pu mesurer à quel point je la trouve extraordinaire. Je la trouve extraordinaire parce que elle travaille avec des jeunes qui sont sous main de justice, ça veut dire qui ont commis des délits ou des crimes. Hein. Donc parfois, c'est des jeunes, jusqu'à 18-20 ans, qui ont parfois commis des crimes assez lourds, et donc qui sont gérés par ce qu'on appelle l'administration qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse. Donc ils sont séparés de leurs parents et ils sont dans une phase de réinsertion sociale via la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc ce projet vise à favoriser leur réinsertion avec la bande dessinée, avec plusieurs composantes. Donc pendant toute une année, les jeunes de la PJJ, donc sur tout l'Hexagone, y compris en Corse, puisqu'il y a une très belle opération qui se déroule dans la région bastiaise. Toutes les directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont impliquées. Donc, pendant toute une année, ils lisent une sélection de bandes dessinées qui va faire l'objet d'une remise de prix, dont eux-mêmes vont être les jurés. Ils font des créations de planches, donc là aussi il y a des ateliers de pratique, et tous les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont impliqués fortement dans cette opération. Ils ont des ateliers pour s'exercer à argumenter et défendre leurs choix et leurs opinions sur les choix qu'ils peuvent faire sur les bandes dessinées pour lesquelles ils veulent voter. Et il y a des résidences d'auteurs de bandes dessinées au sein des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Je voudrais juste qu'on voit un petit film qui dure 3 minutes. La manifestation nationale Bulle en Fureur, c'est une action autour de la bande dessinée pour inciter les jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse à lire, à traiter la question de l'illettrisme, favoriser la lecture plaisir, mais aussi travailler sur la question de leur esprit critique, de faire un choix et de pouvoir défendre ce choix en votant pour leur BD préférée. Je suis dyslexique et avec le temps, plus on lit et plus ça passe. À travers l'image, à travers le texte, j'attire le jeune sur ce média du livre pour qu'il apprivoise de nouveau le livre qu'il a souvent abandonné à cause de l'école. Plus on lit des livres et plus on se comprend. Donc, Ça, c'est la première approche, appréhender de façon positive le livre, et ceci toujours derrière la notion de plaisir de lire. Ça va faire 1 an que je suis sur Bulle en Fureur. On a fait plein d'ateliers. Alors, la manifestation nationale Bulle en Fureur me permet en tant qu'éducatrice, sur une durée d'1 an, de développer avec l'ensemble de l'équipe, à partir des 12 BD sélectionnés, un travail éducatif autour des grands thèmes abordés dans les différentes bandes dessinées. Le thème, c'est vivre ensemble. Et on a fait plusieurs choses sur des grands personnages qui ont changé le monde, on va dire, qui ont participé à changer le monde, comme Nelson Mandela ou Rosa Parks. En plus aussi, ça nous sert aussi dans le groupe. Je trouve qu'on s'entend mieux. En fait, on s'entraide entre nous. Alors que de base,
pas trop comme ça, on va dire. Et ça permet aux jeunes, via le média, sans parler de lui directement, mais via la bande dessinée, de parler de sa problématique, ce qui fait difficulté pour lui, et surtout de permettre aux jeunes de se projeter positivement dans son avenir. Voilà, donc vous avez eu une idée de ce que peut déclencher chez les jeunes une opération comme celle-ci. Et donc, moi, j'ai pu vraiment mesurer très concrètement, hein, en échangeant avec les éducateurs, en rencontrant les jeunes, à quel point ça a changé leur vie, à quel point ça leur permettait de prendre conscience d'eux-mêmes, de leur rapport aux autres, à quel point ça a aussi créé de la joie, parce que l'art et la culture, ça permet aussi d'avoir des moments de joie, de découverte, de développer des intérêts et donc des satisfactions dans la vie. Et je trouve que c'est vraiment une opération sur des principes d'éducation populaire que je trouve remarquable. Peut-être 2 mots sur comment est-ce qu'on construit un projet d'éducation populaire, parce que alors là, pour le coup, j'en ai construit 2. Donc l'opération Toute la France dessine, que j'ai mis en œuvre quand j'étais directeur général de la Cité de la bande dessinée pendant le confinement. Donc on a, avec les équipes de la Cité de la bande dessinée, on a voulu proposer notamment aux quartiers les plus en difficulté, parce qu'on a bien vu pendant la crise sanitaire que cette crise avait accentué les écarts sociaux, les difficultés sociales, et que ceux qui étaient isolés, qui vivaient dans des quartiers difficiles, vivaient encore plus difficilement la crise sanitaire. Et on a lancé toute une série d'ateliers d'apprentissage du dessin, par des ateliers de pratique qui étaient dispensés par des dessinateurs professionnels. Donc on avait une place centrale des artistes qui s'engageaient de manière très volontaire dans cette opération. Et on était en partenariat avec des centres sociaux, parce que pour construire une opération d'éducation populaire, il y a à la fois une compétence artistique qu'il faut avoir, une compétence culturelle et artistique, et puis une compétence d'encadrement des jeunes ou des moins jeunes, et qui requiert un savoir-faire et un certain type de connaissances particuliers que nous, acteurs culturels, on ne détient pas. Donc on a lancé une centaine d'ateliers dans la France entière, qui ont démarré à la fin du premier confinement et qui se sont poursuivis pendant toute l'année 2020 et 2021, enfin la suite de l'année 2020 et 2021. Et là encore, on a pu mesurer à quel point ça avait déclenché chez les jeunes à la fois des compétences de dessin qu'ils ne soupçonnaient pas. Donc ça avait révélé en eux des compétences de dessin, et à quel point ça avait créé aussi des groupes, parce que les jeunes ne se connaissaient pas forcément en arrivant dans ces ateliers, et puis ça avait noué des liens, des amitiés et des formes de socialisation chez des jeunes qui parfois étaient relativement isolés au sortir du premier confinement. La deuxième opération dont je voulais vous parler, c'est la Chaillot Colo, donc dans le cadre du Théâtre National de Chaillot. La Chaillot Colo, c'est en fait une colonie de vacances artistiques. D'ailleurs, vendredi, je me rends à Bastia parce qu'on fait une Chaillot Colo à Bastia, à l'Albor. Et là encore, on développe des Chaillot Colo dans toute la France, y compris en Outre-mer, puisqu'on en a fait en Martinique, en Guyane, et on en prépare une à Mayotte. Et donc, le principe de ces Chaillot Colo, c'est pour des jeunes entre 11 et 18 ans, c'est de leur faire vivre une expérience artistique. Donc, on leur propose des ateliers de formation à la danse. Le deuxième pilier, c'est qu'on leur fait découvrir un territoire, puisque les Chaillot Colo, elles se situent hors de leur territoire d'habitation. Et le troisième pilier,
c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question de la vie en collectivité, c'est-à-dire qu'on responsabilise les jeunes pour qu'ils puissent organiser les repas, organiser les moments d'après-repas. Donc, ils proposent des activités et c'est eux qui sont les acteurs de cette vie collective et c'est aussi eux qui font respecter les règles de cette vie collective. Donc, on travaille là aussi avec des grands acteurs de l'éducation populaire, puisqu'on a travaillé avec les CMEA, on a travaillé avec les Francas, on a travaillé avec la Ligue de l'enseignement. Et ça nous permet, là aussi, c'est extrêmement vertueux, parce que ça permet déjà à ces jeunes là aussi, de révéler une forme de créativité et de vocation. Les droits culturels ont été inscrits dans une loi de 2016 en France, qui s'appelle la loi Création, Architecture et patrimoine. Et donc, ça fait maintenant partie du droit et du corpus juridique qui est appliqué par le ministère de la Culture. Moi, je crois profondément que dans le contexte que nous vivons avec cette prééminence des réseaux sociaux, des plateformes qui sont souvent pilotés par des grands opérateurs dont la vocation première n'est pas forcément la diffusion de l'art et de la culture, mais plus une forme de mercantile, oui, d'objectif mercantile. Je pense que l'éducation populaire, à mon avis, a un grand avenir devant nous. Et vous qui étudiez les arts du spectacle et qui avez vocation à devenir soit artiste, soit acteur culturel, il faut que vous puissiez vous pencher sur ce que permet l'éducation populaire, sur les bénéfices qu'elle déclenche, qu'elle met en place dans les esprits, dans les comportements, dans la structuration des personnalités et comme je le disais en entrée de cette intervention, sur ce qu'elle développe en termes d'appréhension de la citoyenneté, du sens civique, et comment elle replace aussi au cœur des activités la vocation sociale de l'art et de la culture. Donc ça me semble être vraiment une dimension importante de la politique culturelle, et on voit que la nouvelle charte d'engagement réciproque témoigne de cette nouvelle remise à l'honneur de l'éducation populaire, et je crois que fondamentalement notre politique culturelle doit devenir, j'allais dire redevenir, mais elle n'a jamais vraiment été, elle doit devenir éducative. Je pense que la question de la culture, c'est une éducation tout au long de la vie, c'est une façon d'apprendre, c'est une façon de se construire, c'est une façon d'évoluer, c'est une façon de s'ouvrir, et il me semble que l'éducation populaire est comme le disait le titre, est un véritable non seulement levier de démocratie culturelle, mais un véritable levier de transformation sociale. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous aimeriez poser. Merci beaucoup Pierre pour cette conférence qui nous montre à quel point le fait de transmettre et le collectif peut construire de l'émancipation et du vivre ensemble. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? En tout cas, là, on prend un petit temps d'échange. Oui, madame. Je vous demande de parler dans le micro, ça permet d'enregistrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis plutôt de la génération d'Abbé Rachet, de Claude Mollart. J'ai donc une pratique et une expérience dans le domaine de la culture. Et je réagis avec, bien entendu, au terme de sociocul que vous avez utilisé tout à l'heure, parce que c'était déjà la grande réflexion que nous faisions dans les années 80. Et vous n'avez peut-être pas assez insisté sur l'importance du politique. Parce que nous, ça va peut-être vous étonner, mais en fait, dans les années 80, les créateurs étaient surtout, et la création, c'était l'EPC. Et tout ce qui était animation, c'était le PS.
Donc il y avait véritablement une petite guerre dans les DRAC et autres pour les tenants de l'un et de l'autre, et beaucoup de projets culturels dépendent donc des volontés culturelles. D'ailleurs, quand il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de projet qui peut sortir. Je pense que c'est important que vous n'avez peut-être pas assez insisté, parce que c'est une dimension qui fait foirer certaines choses très intéressantes et qui, par contre, donne des moyens peut-être surdimensionnés à des projets qui ne sont pas assez solides. Voilà. Il y a une question de solidité et d'accompagnement. Et puis, l'autre, dans tous les exemples que vous avez présentés, en fait, je pourrais vous en citer aussi, qui se sont passés sous d'autres mandats, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même toujours des personnalités d'exception qui vont pouvoir accompagner et faire vivre ces projets. Donc il y a quand même une dimension individuelle, et j'aimerais bien que vous développiez un petit peu plus ça aussi. Voilà. Alors, sur la question politique, vous avez parfaitement raison. Je pense que la France étant un pays extrêmement administré, avec une politique culturelle qui dépend principalement de l'action de l'État et des collectivités territoriales, de plus en plus des collectivités territoriales, même si l'impulsion de l'État est très importante, les choix politiques sont fondamentaux. Alors, j'ai cité effectivement Malraux, qui avait décidé d'écarter, enfin de ne pas s'intéresser à l'éducation populaire, qui pour moi est en effet une erreur de fond que Malraux a commise. Il a fait des choses formidables, hein, par ailleurs, mais sur cet aspect-là, ça a été une erreur. Je crois aussi que on parle beaucoup... Certains parlent d'un échec de la démocratisation culturelle, mais peut-être qu'on peut aussi parler, mais ça rejoint ce que vous dites, peut-être qu'on peut aussi parler d'une insuffisante prise en compte politique de la question culturelle et artistique dans l'espace public, plutôt que de pointer les échecs potentiel voilà. Donc, en effet, bien sûr, dans un pays comme la France, la question des choix politiques, elle est centrale. Même si, quand même, l'éducation populaire a émané du corps social dans sa diversité, que ce soit les associations, les syndicats, le monde ouvrier, le monde de l'entreprise. Mais en effet, peut-être aurait-il été souhaitable qu'à un moment, le ministère de la Culture s'empare beaucoup plus de ce mouvement qui était né dans la société, qui était né des courants républicains, qui était né des courants laïques, qui était né du mouvement ouvrier, pour que ça puisse prendre une place beaucoup plus importante dans une politique culturelle française qui a plus été une politique artistique qu'une politique culturelle, si on devait résumer. Et quant à la question des personnalités, oui, il est évident que les grandes initiatives qui peuvent exister dans un pays, elles sont souvent liées à des personnalités visionnaires. Alors, j'ai cité Jean Massé, mais je pourrais citer Jean Vilar. Jean Vilar qui a eu une influence considérable sur le monde du théâtre et qui avait fait sien aussi les principes d'éducation populaire. Je parle d'autant plus volontiers de Jean Vilar qu'à Chaillot, nous sommes les héritiers de Jean Vilar, puisqu'il a dirigé le Théâtre national de Chaillot dans les années 50 jusqu'en 63. Donc, bien sûr, et je pourrais aussi citer Jeanne Laurent, puisqu'on parle du théâtre. Jeanne Laurent qui a été la mère de la décentralisation culturelle bien avant tout le monde. Donc je suis absolument d'accord. Je crois qu'on a besoin de ces personnalités qui ont une vision, qui portent des convictions, qui portent aussi des ambitions au sens le plus noble du terme et qui contribuent à transformer une société et à transformer la façon dont un secteur d'activité profite le plus largement possible à l'ensemble des citoyens, à leur diversité. En tout cas, merci beaucoup pour vos deux questions. Bonjour. Alors, Bonjour. Moi, j'ai plutôt une question et une remarque. Alors, je préfère commencer par la question, parce que sinon je vais oublier ma remarque. Ma question, c'est les ateliers, en tout cas en rapport avec l'éducation populaire, ce sont quand même des projets à court terme.
je poursuis. Dans le sens où, est-ce qu'il y a un suivi après de ces enfants, de ces jeunes qui ont pratiqué en fait l'éducation populaire et du coup des ateliers artistiques? Parce que personnellement, j'ai eu la chance, si je peux dire, l'opportunité de faire partie d'un projet justement comme celui-là, avec le fait de se retrouver dans une résidence artistique. Mais le souci étant que généralement, on participe à la résidence et puis après, c'est silence radio. Donc, je voulais savoir s'il y a un suivi après ou bien si c'est juste, bon, là, on a fait le travail et puis après, ils font leur petit chemin. Voilà. Ça, c'était ma question. Ma remarque concernant les réseaux sociaux. Alors, j'ai bien écrit en gros, quand vous avez dit que les réseaux sociaux, c'est un peu une forme d'uniformisation par rapport à... Bon, effectivement, on ne va pas se mentir, hein, tout ce qui est mondialisation, capitalisme et tout, on sait très bien ce que ça a fait. Mais j'estime que les réseaux sociaux montrent aussi une part où quand même chacun peut affirmer cette individualisation. On peut prendre les réseaux sociaux, maintenant faire une vidéo et assumer ce qu'on veut dire, partager ce qu'on veut dire, ou bien, on va dire, enseigner, ou même juste parler comme ça. Alors pourquoi ne pas utiliser justement ces réseaux sociaux pour affirmer, comme on voit justement sur la diaposition, le levier de démocratie culturelle, utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir partager cela, parce que maintenant les réseaux sociaux c'est la base de tout un peu, hein. On voit les réseaux sociaux un peu partout, on peut parler, on peut discuter via ça, donc ce serait bien d'utiliser ça plutôt d'être contre ça. Enfin, du moins c'est ce que j'ai senti dans la manière dont vous avez utilisé le terme réseaux sociaux dans votre conférence. Voilà. Merci beaucoup. Alors sur la première question, si je prends le cas des opérations dont j'ai parlé, donc j'ai parlé de Bulle-en-Fureur, c'est vraiment, vous avez vu, il y a une continuité. Les ateliers, ils durent 1 an. Hein, donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans une année. Sur les Chaillot Colos qu'on conduit au Théâtre National de Chaillot avec des partenaires, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir au moins 2 sessions d'ateliers pour retrouver les mêmes participants. Alors ce qu'on fait traditionnellement, c'est que on mène une Chaillot Colo sur un territoire d'implantation. Alors, par exemple, on en a fait une en Martinique, à Fort-de-France. Et ensuite, les jeunes qui avaient participé à l'opération de Fort-de-France, on les a accueillis à Chaillot, au théâtre, pour qu'ils puissent découvrir le théâtre. Donc, on essaye de mettre en œuvre une continuité et d'inscrire l'opération dans la durée. Mais néanmoins, on fait aussi le pari que dans l'éducation populaire et dans cette forme d'activité, il y a aussi un déclenchement qui s'opère. C'est-à-dire qu'on essaie de faire vivre aux jeunes une émotion fondatrice. C'est-à-dire qu'ils vont vivre quelque chose de très fort qui va leur donner un désir nouveau, une envie de revivre ce désir par eux-mêmes. Donc c'est peut-être ce que nous, on a aussi vécu dans nos vies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est amené à vivre au théâtre, au cinéma, par une lecture. On vit quelque chose de très fort et ça déclenche. On n'est plus le même après avoir vécu cette émotion artistique, esthétique. Et c'est un peu le pari qu'on fait. Hein. Ce qui ne nous exonère pas de nous inscrire aussi dans la durée, mais en tout cas de leur faire vivre un moment qui va quand même changer les choses. Donc c'est très ambitieux. On essaie de créer des conditions pour que ça marche, en travaillant vraiment de manière très étroite avec les éducateurs et avec les encadrants spécialisés. Mais c'est aussi le pari qu'on fait. Donc c'est pas forcément miser tout sur la durée, mais aussi miser sur un moment qui va être tellement fort qu'il va changer fondamentalement quelque chose dans les jeunes qui vont participer aux ateliers. Sur votre deuxième remarque, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Moi-même, je suis un énorme consommateur des réseaux sociaux et je trouve que c'est une très grande richesse, qu'on peut trouver des choses absolument formidables. La question, c'est les usages qu'on peut en faire. Et la question, c'est aussi les conditionnements dont on est l'objet avec les algorithmes. Les algorithmes, on sait comment ils fonctionnent. Une fois qu'on a cliqué sur quelque chose, on nous fait une proposition où le fil d'actualité nous propose quelque chose qui est proche de ce sur quoi on a cliqué. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des propositions qui se ressemblent toutes. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des propositions différentes, d'être dans une diversité de propositions, d'expériences.
Alors, il y a des organisations, des opérateurs qui travaillent sur des algorithmes différents. Radio France, par exemple, a travaillé un algorithme qui permet cette diversité de propositions. Donc, quand vous allez sur le site de Radio France ou sur l'application de Radio France, vous avez un fil d'actualité qui, au contraire, va vous ouvrir à des propositions qui ne sont pas forcément celles sur lesquelles vous avez cliqué en premier. Donc, c'est aussi cette question des algorithmes qui est très importante. Ce n'est pas les réseaux sociaux en soi, parce qu'effectivement, il y a une richesse absolument abyssale et fascinante dans les réseaux sociaux. C'est comment on utilise les réseaux sociaux et aussi comment on est éduqué à utiliser les réseaux sociaux et pas à subir ce que les algorithmes qui, en gros, veulent qu'on dépense de l'argent. Si on résume, il y a quand même une finalité purement commerciale et qu'on passe le plus de temps possible sur TikTok pour qu'on ait les publicités qui puissent défiler, etc. Et toutes les propositions commerciales qui sont liées à ces réseaux sociaux. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à surmonter cette forme de conditionnement commercial et marketing qui me semble très importante. Mais je n'ai pas une opposition de principe aux réseaux sociaux, j'ai plutôt une opposition de principe à un certain type de fonctionnement de certains réseaux sociaux. Alors du coup, moi j'avais une question qui risque d'en entraîner une autre. Concernant les événements organisés par exemple avec les jeunes dans la PJJ, est-ce que c'est des événements où il y a seulement ces jeunes justement qui ont un lien malheureusement avec la justice, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres élèves, que ce soit des collégiens, des lycéens, qui n'ont rien à voir avec la PJJ? Alors, en l'occurrence, la PJJ, comme c'est un cadre très spécifique, c'est que des jeunes de la PJJ. Je vois bien où vous voulez en venir sur la question de la diversité, de la mixité sociale. La PJJ, c'est un cadre très contraint, donc on ne peut pas le faire. Mais en revanche, effectivement, ça entraîne une autre question qui est celle de la mixité sociale, notamment dans les chaillots colos qu'on essaye d'organiser, enfin qu'on organise, ou d'autres opérations. On s'efforce effectivement de mettre en place de la mixité sociale. Par exemple, on a créé un conseil des jeunes à Chaillot, donc on a 30 jeunes au théâtre de Chaillot qui font partie de l'institution qu'on a créée par appel à candidature au volontariat. Et on s'efforce de faire en sorte que ce conseil des jeunes du théâtre de Chaillot, il reflète le maximum de diversité sociale. Donc effectivement, la question de la diversité sociale, quand on parle de socialisation, de vie en commun, de valeurs démocratiques, c'est un principe important. Merci. Il y avait plusieurs questions. Plus une remarque en ce qui concerne le territoire corse. L'éducation populaire, ça nous parle. Et pour revenir aussi aux politiques culturelles, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années, c'est-à-dire dans les scolaires, les ateliers théâtre, etc., se font de plus en plus en Corse, en tout cas, et c'est bien. Et est-ce que vous avez des partenariats avec les scolaires aussi, parce que l'éducation passe par l'école. C'est bien qu'il y ait des associations et de plus en plus de choses autour des milieux ruraux, pardon. Mais voilà, est-ce que ça fait partie des scolaires ou pas? Ou est-ce que vous... Ah oui, l'éducation artistique et culturelle donc en milieu scolaire, alors là je parle depuis Chaillot, en tant que théâtre national, ça fait vraiment partie de nos missions. Et par exemple, on est en train de développer un projet avec la Fondation Culture et Diversité dans les collèges, pour que ces jeunes puissent, là aussi, alors on est en milieu scolaire, mais c'est vraiment là aussi sur des principes d'éducation populaire, parce que cette action qui s'appelle Danse et Diversité, on encadre les jeunes par des ateliers de pratique pour qu'à partir d'une phrase chorégraphique qui est faite par un chorégraphe important, donc en l'occurrence Rachido Ramdan, qui dirige Chaillot en tant que directeur de Chaillot et chorégraphe, à partir de cette phrase chorégraphique, ils puissent apporter leur propre sensibilité, leur propre vision et décliner cette phrase chorégraphique avec leur propre langage, leurs propres outils à partir de ce qu'ils ont pu apprendre. Donc le travail en milieu scolaire, il est absolument essentiel parce qu'on sait que ça rassemble tout le monde et que ça permet de toucher toute la diversité de la population. Donc, et nous, on concentre d'ailleurs nos opérations en milieu scolaire plutôt dans les territoires prioritaires, c'est-à-dire dans les territoires les plus fragiles, les territoires les moins dotés et plus en difficulté économique, parce qu'on sait très bien que dans les territoires plus favorisés, il y a déjà beaucoup de choses.
Et puis il y a aussi une transmission familiale plus importante. Il y avait une question là-haut. Ouais. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, j'avais quelques remarques qui me venaient à l'esprit, notamment avec la question de la dame, quand vous aviez parlé du rapport à faire de la socio-cu. Donc ça suggère d'où est-ce qu'on parle quand on dit « Ah, vous faites de la socio-cu », il y a un rapport, lors du jugement en tout cas, en termes de statut social, on ne se place pas au même endroit. Et ça soulève quand même quelque chose dans ce qu'on apporte en tant que personne quand on vient intervenir quelque part avec la prétention de faire de l'éducation populaire, de quelles sont les choses sociales que je véhicule, qu'est-ce que j'incarne, quelle est cette culture qui peut parfois être, la grande culture avec un grand C peut être rebutante parce qu'on peut s'en faire une idée élitiste, etc. etc. Pour autant, en fait, on peut l'avoir en tête pour essayer de rectifier le tir ou d'arriver avec une approche, on va dire plus humble, c'est les mots que je choisis. Et j'ai en tête une démonstration de personnes. J'ai l'impression que c'était à Besançon aussi, des groupes de personnes qui s'organisent entre amis, entre personnes affinitaires, qui interviennent dans des quartiers. Enfin, intervenir, c'est déjà un terme qui veut dire quelque chose, mais qui arrivent dans des quartiers populaires, sortent quelques jouets, quelques activités à destination d'enfants du quartier. Leur volonté est d'encourager à recréer du lien avec une idée de l'éducation populaire qui est, pour le peuple, par le peuple. Et donc de faire avec les gens sur place, les familles, les habitants des quartiers, faire avec eux et non pas pour eux. Et donc ils ont une approche radicale à la base parce qu'ils vont pas, ils choisissent de ne pas impulser. Aujourd'hui on va faire telle activité ou telle activité. On part vraiment de la base et on voit quels sont les besoins des personnes et au fur et à mesure donner les moyens aux personnes de s'organiser elles-mêmes vers une autonomie en fait tout simplement. Et donc c'était en complément à ce que vous suggériez avec les super ambitions des projets que vous avez présentés, de préciser qu'on peut aussi partir de quelque chose d'assez humble avec toutes ces choses en lecture que j'ai dit juste avant. Voilà, c'était un peu décousu. Mais... Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Je crois qu'effectivement, un des biais les plus efficaces pour déclencher quelque chose et créer peut-être aussi essayer d'effacer une forme d'intimidation sociale qui peut exister face à la culture, puisqu'on sait que l'art et la culture ont aussi été instrumentalisés par les classes dominantes pour imposer une forme de distinction, de césure sociale. Pour vaincre cette intimidation sociale, il faut partir des pratiques des gens, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils portent, de comment ils eux-mêmes envisagent l'art et la culture de manière très empathique et très à l'écoute, et pour essayer de tisser des passerelles, de tisser des ponts, de créer des convergences vers des démarches artistiques qui, au premier abord, peuvent soit intimider, soit susciter une difficulté d'appréhension, de compréhension. Et je pense que là, il y a un fil à tirer extrêmement important. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire quand on fait des chayocolos et qu'on va dans des quartiers sensibles, difficiles, qui sont en zone d'éducation prioritaire. On commence par travailler, les artistes commencent par travailler à partir de ce que les jeunes connaissent. Et ensuite, peu à peu, ils les amènent vers d'autres territoires de sensibilité, vers d'autres formes d'expression artistique pour qu'on ne suscite pas immédiatement un rejet. Parce que parfois, quand on propose à des jeunes de manière brutale et sans médiation, sans sensibilisation des démarches artistiques, ça crée une incompréhension et ça crée un rejet immédiat. Donc il faut y aller vraiment avec beaucoup de finesse et par étapes, et en tenant compte de ce que sont les gens, en tenant compte de quelles sont leurs pratiques sociales, quelles sont leurs propres pratiques culturelles, quels sont aussi leurs héritages, leurs imaginaires, pour pouvoir leur transmettre de manière efficace et créer de la réceptivité. En fait, il faut créer de la réceptivité chez les gens, sinon rien ne peut se passer. Bonjour. Bonjour.
Vous avez évoqué le fait que l'éducation populaire s'était développée en dehors du cadre scolaire. Je voulais juste préciser pour les étudiants présents dans la salle qu'il existait aussi dans l'enseignement agricole un CAPES qui s'appelle éducation socioculturelle. Et donc il y a 2 lycées agricoles en Corse. Il y a plusieurs enseignants d'éducation socioculturelle dont je fais partie. Et que je serais ravie de vous accueillir en stage d'ailleurs, n'hésitez pas. Et voilà, donc il existe une école, l'enseignement agricole, qui développe l'éducation populaire, voilà, à travers l'éducation socio-Q, le fameux socio-Q. Ce que je ne prends pas à mon compte, hein, comme oui, vous, j'ai comme bien vous l'avez compris. compris. J'ai bien compris que vous étiez un fervent défenseur. Et alors deuxième, c'est pas vraiment une question, c'est pas vraiment. On aurait tendance à opposer 2 périodes de l'histoire, donc celle qui a vu naître l'éducation populaire et qui a vu comme ça la nécessité de permettre à différentes populations, à différents jeunes de sortir de l'obscurantisme, d'un certain obscurantisme qui pouvait être développé dans des foyers. Et puis, on oppose ça à les réseaux sociaux qui, comme ça a été dit tout à l'heure, sont pourtant qui font la promesse de cette démocratisation. En fait, la différence, vous allez me dire, si vous êtes d'accord avec moi, c'est à notre époque l'absence de médiateurs culturels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de facilité à avoir accès à la culture et au savoir, mais que contrairement à la période qui a vu naître l'éducation populaire, il n'y a pas d'intermédiaire entre ce savoir et celui qui est en demande. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question de l'éducation aux réseaux sociaux et à créer un bon usage des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que quand on est confronté à cette profusion de possibilités face aux réseaux sociaux, aux plateformes, à tout ce que l'univers numérique nous offre, on est désemparé en réalité, et du coup, beaucoup d'entre nous se laissent prendre par la main par des opérateurs qui sont très puissants, qui sont très séduisants, qui nous permettent de nous, là aussi, d'être dans ce qui nous est familier. Or, je pense que l'une des richesses des réseaux sociaux, c'est précisément de pouvoir nous faire découvrir autre chose que ce qu'on peut connaître. Donc, je suis d'accord avec vous, hein, la question de l'éducation aux réseaux sociaux, d'une médiation aux réseaux sociaux, elle est absolument capitale, et probablement faudra-t-il dans les parcours éducatifs avoir ce module d'éducation et de formation aux réseaux sociaux, à l'usage des réseaux sociaux. Ça, je pense que ça serait une très bonne chose. Oui. Moi, c'est plus une réflexion qu'une question, et que je vais emprunter à Olivier Neveu dans son bouquin Contre le théâtre politique. Alors, je vais le dire très simplement, et lui, évidemment, est beaucoup plus subtil. Mais il parle surtout de la place des artistes face aux actions culturelles. Et c'est vrai que, alors je parle peut-être d'un point de vue assez personnel, mais je pense qu'on est encore héritier et héritière de Malraux. Mais je trouve qu'en tant qu'artiste, on manque beaucoup d'outils. Et quand on est face il faudrait faire de réelles formations, être mieux accompagné. Mais parfois, moi, je sais que ça m'habite dans ma pratique. Et je ne sais pas comment m'emparer de ces choses-là. Et on se sent parfois même, allez, je mets le coup de pied dans la fourmilière, parfois obligé de. Parce que d'un coup, peut-être que le spectacle est programmé à tel endroit, alors on doit réserver du temps. Et ce qui est très bien par ailleurs. Mais parfois, il y a des espèces de frottements. Et moi, je trouve qu'on manque cruellement d'outils. Oui, mais vous avez raison. On a là aussi, mais vous le soulignez, c'est lié à cette scission entre d'un côté la création et de l'autre côté l'action culturelle ou l'éducation populaire, où on a vraiment organisé cette séparation entre les deux. Alors même, moi je travaille avec un artiste qui s'appelle Rachidou Ramdan et qui s'est construit dans l'action culturelle, qui a construit aussi sa démarche de création en s'immergeant dans des mondes sociaux, en travaillant avec des jeunes en voie de marginalisation, il le fait encore d'ailleurs, en travaillant avec des jeunes migrants, des enfants de migrants. Il a fait un spectacle là-dessus qui s'appelle Franchir la nuit. Donc je pense qu'en fait, pour les artistes, ce volet d'immersion dans un monde social en essayant de travailler avec des jeunes et en leur faisant partager une démarche de création, c'est extrêmement nourrissant. C'est ce que je constate avec des artistes avec lesquels je peux travailler. Et en effet, je pense que
on est les héritiers de la conception de Malraux et que peut-être faudrait-il envisager des formations spécifiques destinées aux artistes pour qu'ils puissent, quand ils ont envie de s'y engager, moi je comprends aussi très bien des artistes qui n'ont pas envie de s'engager dans ce genre de démarche, mais pour ceux qui ont envie de s'engager dans des opérations de médiation, d'action culturelle, d'éducation populaire, qu'il puisse y avoir des formations adéquates pour qu'ils puissent maîtriser des outils, forger des outils, s'emparer d'outils pour réussir ce type d'action. Et à chaque fois, enfin, je l'ai vu dans plusieurs opérations dont j'ai parlé, que ce soit les Chaillot Colo ou des opérations avec la bande dessinée, ça enrichit énormément les artistes, énormément. C'est quand? C'est moi? Ah bon, je n'ai pas compris si c'était avant. Donc moi j'ai une question qui concerne la candidature de Bastia, capitale culturelle 2028, dans laquelle vous avez été directement impliqué, puisque vous aviez une position de co-organisateur ou de responsable. Voilà. Moi j'ai participé à ça parce que j'étais convié à plusieurs réunions, ateliers, etc. Enfin voilà, il y a eu tout un engouement et une certaine effervescence autour de la candidature. Et puis bon, au bout, on n'a pas été retenu, même pas dans la shortlist, puisque la question c'était d'être dans la shortlist. Et donc la grande déception, ça a été non pas de ne pas être retenu in fine, mais de ne pas se retrouver dans la shortlist. Et ma question, elle porte sur deux points qui me semblent un peu liés entre eux. D'un côté, dans le processus de construction de la candidature, on a bien senti une tension assez palpable et assez forte entre des revendications de particularité qui seraient là pour certains avec des connotations ethnicistes, carrément, mais qui du coup étaient de positionner la Corse dans ce qu'elle pouvait porter comme identité culturelle, linguistique, etc. Et puis une exigence de l'autre côté d'universalité, quoi. Voilà, donc cette tension particularisme, universalité, dont on sentait bien que toute candidature de la Corse qui ne prendrait pas pleinement en considération cette dimension d'universalité serait vouée à l'échec, naturellement, puisque ce serait du nombrilisme et donc on tomberait dans quelque chose qu'on connaît par ailleurs malheureusement assez bien. Et donc cette tension-là, elle était palpable dans la construction. Enfin, en tout cas, moi je l'ai perçue comme ça. Je ne sais pas si c'est votre point de vue, mais en tout cas, moi je l'ai perçue très très clairement. Et du coup, je me demandais si, dans tout ce qui nous a été annoncé en disant c'est pas grave si on n'est pas pris, de toute façon l'important c'est que c'est le début de quelque chose, c'est un processus qui va prendre du temps, etc. Enfin bon, vous connaissez très très bien cette rhétorique, puisqu'elle a été au cœur, je peux dire, de la manière de présenter la chose de façon large, voilà, en disant de toute façon on a amorcé des processus et des apprentissages. Voilà. Je la fais vite, je la fais rapide. Voilà. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas quelque chose qui renvoie à votre titre, qui est de dire, bon, finalement, la démocratie culturelle, ça suppose que ces enjeux soient portés très largement par une grande partie de la population. Donc on tape dans des milieux sociaux très divers, dans des vecteurs très divers, etc. Et au fond, est-ce que cette candidature a réussi à faire ça, quoi, voilà. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Alors je ne vous demande pas un retour d'expérience, comme ça en public, de façon extrêmement déplacée, mais qu'est-ce qui vous semble demeurer de cette exigence finalement, qui, bon, au bout, ne s'est pas concrétisé de façon peut-être suffisamment convaincante pour que le jury au niveau national le perçoive. Mais au fond, est-ce qu'il y a des ferments qui ont été posés ici en Corse, d'après vous, et à quels éléments vous pouvez les référer? Alors, première réflexion, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce concours, parce que c'est un concours, c'est que les deux villes qui pouvaient
symboliser la diversité française, Bastia et Saint-Denis n'ont pas été shortlistés. Bon, ça, premier point, donc j'ai quand même été un peu surpris. Deuxièmement, alors après je reviendrai à la question plus précise que vous posez, mais deuxièmement, je pense que nous n'avons pas été retenus parce que le jury, qui était un jury de niveau européen, donc il y avait des directrices et directeurs de festivals de Finlande, d'Allemagne, etc., d'Italie, j'en passais des meilleurs, je pense que ont été victimes probablement d'une forme de préjugé vis-à-vis de l'accord sur une insuffisance infrastructurelle dans les réseaux de transport, etc. etc. Et en gros, je pense qu'ils ne nous pensaient pas capables de réaliser ce qu'on avait mis dans le projet. Ça, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, on a eu un retour de la Commission européenne du jury, un rapport, et entre les lignes, on voyait bien qu'ils doutaient vraiment de notre capacité à mettre en œuvre le projet. Donc je pense que le jugement du jury s'est beaucoup plus fait sur la capacité de mise en œuvre du projet que sur le projet lui-même. Donc moi, franchement, je n'ai pas senti cette tension. Je pense qu'il y avait une espèce de consensus sur la volonté d'affirmer une singularité, je dirais plus singularité qu'identité d'ailleurs, une singularité de la culture qui se déploie en Corse, et que cette singularité, elle n'était pas du tout une barrière à des liens à mettre en œuvre avec le reste de l'Europe, voire au-delà de l'Europe, puisqu'on a beaucoup travaillé aussi sur la rive sud de la Méditerranée, sur le Maghreb, etc. Donc j'ai vraiment senti ce consensus dans la construction de la candidature, qui pour moi a été vraiment un exercice passionnant, je dois le dire, parce que j'avais travaillé en Corse, je l'ai dit, à Ajaccio dans les années fin 90, début des années 2000, et de revenir travailler, alors je reviens tout le temps en Corse, mais revenir y travailler sur un sujet qui m'est cher, ça a été extrêmement... Et j'ai vu effectivement la mobilisation, j'ai vu la richesse des initiatives qui existent sur le territoire, j'ai vu à quel point aussi les élus étaient mobilisés sur ce projet. Maintenant, c'est entre leurs mains. Alors, c'est entre leurs mains, mais c'est aussi entre la main de la société civile. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec le monde associatif, on a beaucoup travaillé avec la diversité des acteurs, et que je crois que c'est dans cette interaction-là entre les initiatives qui peuvent émaner de la société civile et du monde artistique et culturel, mais aussi, c'est vrai, de la façon dont ces initiatives pourraient être accompagnées par les pouvoirs publics, que ça se jouera. Donc, en tout cas, il y a eu, je crois, un sentiment enfin une prise de conscience de la place que devait prendre l'art et la culture pour faire évoluer et transformer la société corse, pour en faire une société dynamique, attractive, pour travailler son image à l'échelle internationale, pour aussi une dimension éducative, parce qu'on a beaucoup parlé d'éducation populaire dans le cadre de cette candidature, et que je crois on a posé des bases, et puis de revisiter aussi des traditions qui nous sont propres à l'aune d'une forme de modernité artistique. C'était aussi un des points forts de la candidature, parce qu'on voulait retravailler sur les veillées, on voulait retravailler sur les bals populaires, on voulait les bals de village, avec des interventions artistiques très diversifiées et très liées à une forme de modernité, d'une contemporanéité artistique. Voilà, maintenant, ce travail a été fait. Je crois qu'il a été, enfin, il me semble très, très utile. Maintenant, il faut que chacun s'en empare et puisse en tirer le meilleur pour l'avenir. En tout cas, si je peux me permettre, pour revenir là-dessus, c'est qu'il y a quand même un réseau qui est déjà existant, un terreau et associatif et structurel qui est déjà existant, qui s'est d'autant mieux rencontré et tissé par ces biais d'ateliers, etc. Donc c'est un travail à poursuivre. Et au niveau de ce qu'on dit de la culture, souvent la culture en Corse, c'est l'histoire, c'est le patrimoine, c'est l'identité. Bien sûr, je ne vais pas aller à l'encontre de ça, bien au contraire. Mais il y a aussi donc un rapport à ce qui est ancré, le devoir de mémoire
Et peut-être que la culture aussi est à entrevoir et à entreprendre du point de vue de la créativité, et notamment par les arts. Et c'était l'enjeu de cette candidature aussi, de mêler la dimension identitaire, patrimoniale et la dimension créative. Et je pense que c'est tout l'enjeu qu'il faut poursuivre, c'est-à-dire que la Corse n'a pas à s'enfermer dans une image sombre de Colomba de Mérimée, qui est un très bel ethnotype, mais qui aussi, la femme corse ou l'homme corse peuvent être très haut en couleur et empreints de créativité. C'était ça aussi le Reacuist. On a tendance à l'oublier. Et au-delà des infrastructures qui nous manquent, etc., je pense que ce sont, comme disait Pierre, tous ces gens-là qui sont médiateurs et qui permettront aussi d'aller vers les projets, la construction factuelle des projets. Et si la candidature a permis d'endiguer ça, déjà, c'est beaucoup, finalement. Non, mais j'avais une petite question juste avant. C'est encore moi, je pense que vous allez finir par me détester, mais je vais quand même continuer. Je n'ai pas envie de rester à la surface, donc je vais aller droit au but. Pourquoi ? Oui, mais pourquoi avoir choisi cette voie-là ? Pourquoi Quelle voie ? Parce que là, vous parlez de l'éducation populaire. J'imagine que c'est quelque chose qui vous touche. Oui. Donc, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi moi ? Non, pas pourquoi vous. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans ça ? C'est une bonne question pour savoir pourquoi cette volonté de... Voilà, pourquoi cette volonté de parler de ça, d'emprunter ce chemin-là ? Ah bah parce que je crois que je l'ai dit dans mon intervention. Je pense que c'est un vecteur important pour surmonter des fractures qui affectent très profondément notre société contemporaine, parce que c'est un vecteur aussi pour replacer l'art et la culture dans ce qui permettent comme bénéfice individuel et collectif d'épanouissement personnel, d'émancipation individuelle et collective, de prise en compte de soi-même, de mieux se connaître soi-même et de mieux appréhender l'altérité, pour toutes ces raisons-là. Parce que, et que je vois qu'il y a des formules un peu traditionnelles de transmission qui sont beaucoup moins efficaces. Donc il n'y a aucun personnel. Pardon ? En fait, je pense que ce qu'elle aimerait connaître, c'est un peu ton parcours, pour pouvoir comprendre en tant que jeune, pour comment se projeter vers ce genre de vocation, quoi. En tant que jeune, de pouvoir aussi s'identifier. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui te touche personnellement dans le fait d'aller à la rencontre des milieux défavorisés ou parce que à la rencontre de l'autre. J'ai vécu dans une banlieue parisienne très défavorisée et que j'ai rencontré des gens qui portaient ce genre et que ça m'a beaucoup donné, et que je pense que j'ai envie de donner ça à des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de rencontrer l'art et la culture comme on peut le rencontrer dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà. Juste un témoignage, parce que je n'entends pas dans les échanges, et c'est à propos de la candidature de Bastia, je n'entends pas l'implication du monde économique, parce que moi je suis de Lille, donc Lille, capitale européenne, c'est toujours, on continue tout le temps, on est maintenant à Lille 3000, et il y a eu la construction des maisons Folie, il y a eu une implication pas seulement à Lille, mais toutes les villes autour, puisque c'est une urbanisation. Et donc, c'est simplement une curiosité, est-ce que le monde économique est impliqué ? Parce que pourquoi est-ce que la candidature de Lille a été prise ? C'est parce que quelques années auparavant, il y a eu la première opération de mécénat, financement privé, financement public. Ça a été l'occasion d'une prise de conscience extraordinaire et de rencontres entre ceux qui avaient le pouvoir économique et ceux qui ont aussi un pouvoir, puisque le monde de la culture. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de partenariats. L'orchestre, il est accompagné, et chaque, je dirais, grand entrepreneur ou grosse entité, société d'assurance ou banque, s'est senti obligé de faire de la surenchère. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire que toute la vie culturelle de la région du Nord est vraiment
irrigué parce qu'il y a derrière une volonté du monde économique donc et du citoyen. Et il y a la prise en compte de cette dimension culturelle, puisque à chaque préparation qui n'a pas lieu annuellement, les quartiers, les différents quartiers sont associés et participent effectivement, donnent leurs idées, fabriquent. Ça dure c'est vraiment quelque chose qui est solide. C'est pas une opération uniquement d'image de marque, je dirais de valorisation par rapport au monde extérieur. Et je voudrais savoir. Moi, je suis très étonnée. Je suis pas corse, vous l'avez compris. Et je suis très, très étonnée parce que je vois qu'il y a des opérations qui sont programmées, il y a de l'argent dessus, et il n'y a aucune participation du citoyen, des gens. Je donne un exemple à Ajaccio. Il y a le fameux... comment est-ce qu'on appelle ? Pour amener l'eau de la ville, l'eau à la ville de la montagne et créer Napoléon III a donc fait de gros travaux. Et effectivement, il y a un parcours. Le projet était de pouvoir le remettre en état et de proposer une alternative à la plage ou à d'autres propositions qui seraient touristiques ou culturelles, parce que l'environnement, c'est aussi l'éducation populaire. Hein, il y a pas... et donc, il y avait 600, et que je ne dise pas de bêtises, il y avait 800 000 euros qui avaient été engagés par Stéphane Bern. Et comme tous les projets sur le patrimoine, il y a nécessairement une participation des citoyens. L'opération ne s'est pas faite, il n'y a pas un euro qui a été... alors je me pose la question, est-ce que c'est absence de communication, absence d'intérêt, le monde économique ne s'y intéresse pas, c'est pas présenté comme une richesse? Voilà, je vous pose la question à tous. Alors, pour la candidature, on avait un comité des mécènes qui était présidé par une personnalité éminente qui impliquait le monde économique. Hein. Et puis, par ailleurs, dans le comité d'orientation, nous avions la présidente du Conseil économique, social et culturel de Corse. Donc, non, on a... Alors, le tissu économique de l'île n'est pas comparable à celui de la Corse, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais sûr. En revanche, nous avions une implication qui était très, très nette du monde économique dans la candidature. Mais est-ce qu'elle se traduit dans la réalité? Est-ce qu'actuellement, les projets sont soutenus par le monde économique? Il y a certains festivals qui sont effectivement mécénés par certains acteurs économiques. Oui, ça existe. Alors, ça n'a peut-être pas atteint le stade de développement qu'on pourrait souhaiter, mais voilà, il faut que ça prenne. Oui. Après, est-ce que certains sont suivis de fait ou non, mais en tout cas, la plupart des projets sont soutenus. Oui, Marie-Jo. Moi, je voudrais donner un témoignage de la nécessité d'avoir les médiateurs culturels, parce que dans ma vie, j'ai eu des chocs culturels. Je viens d'un quartier populaire, la Cité des Cannes, à Ajaccio. On n'avait rien, même pas de bus, pour aller voir les spectacles en ville dans les années 60. À ce moment-là, un certain monsieur, Henri Marc, crée la Maison de la Culture. Pas une MJC, une Maison de la Culture, qui a vu passer des gens comme Jean-Paul Paulette, ouvrier, opérateur du Réacquist. Ensuite, je suis passé par l'éducation populaire avec la FALEP, où j'ai préparé DEFA. Et là, je me suis mis au service du monde rural pour les foires, et ensuite pour des compagnies théâtrales en langue corse, alors que la langue corse à la région, avec 2 élus, vous parliez de politique, madame, nous avions 2 élus à la région du Front National, et qui nous bloquaient toutes les subventions, alors que nous, avec une association dont je gérais l'administration, parce que les comédiens, ils sont faits pour jouer, pour créer. Il faut qu'ils soient aidés dans leur démarche administrative et de subvention. Là, nous avions un blocage total, alors que nous, notre vœu, c'était de jouer en langue corse, Beckett et autres auteurs universels. Ionesco, mais personne n'en voulait à la région. Donc, moi, je pense que tout est affaire de lutte. J'ai travaillé avec M. Longueret parce qu'après, je suis passé à la culture scientifique.
La culture scientifique en Corse, on n'en voulait pas. Maintenant, tout le monde en fait, au Parc Galéa, à la Rinache et tout. Nous, on a fait de la culture scientifique à Ajaccio avec parler des sciences avec des compagnies de danse. Hein, j'ai fait Wish Side Story, où on montre, et j'avais dans ma salle autant de mixité ethnique qu'il pouvait y en avoir. J'ai vu leur tête en sortant, parce que quand on apprend que l'homme s'est mis debout après des milliers d'années de pratiques physiques, il y a une compagnie à Lyon qui s'appelle la compagnie Elle était gagnante, qui travaille avec des scientifiques pour traduire ces découvertes scientifiques. Et j'en passe. Alors, pour moi, tout est affaire de lutte. Et je ne fais pas de comparaison avec les autres villes. Quand je suis arrivé avec mon petit CCSI, j'étais seul. Première fête de la science, Hubert Curien, qui nous recevait après l'opération, m'a dit « Pourquoi vous restez en marge ?» J'ai dit « J'écoute, j'apprends. Moi, j'apprends toujours. Hein. Je suis à la retraite, mais j'apprends toujours. » Et il me dit « Vous venez d'où ?» J'ai dit « De Corse. » Oh, il m'a dit « Super. Il ne faut pas que vous lâchiez le morceau parce qu'il y a plein de choses fantastiques qui peuvent s'y passer. » Et je pense, venant des années 60 jusqu'à présent, on a fait un très long chemin et je peux vous dire que la culture, elle est en bonne voie puisque maintenant, il y a des formations alors que nous ne les avions pas. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci. Hein ? Merci. On va remercier Pierre Longueretti de la qualité de son exposé. Merci beaucoup pour cette expertise. Merci d'avoir suscité autant de questions et de remarques. Ouais, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et justement, compte tenu que voilà, le centre culturel aussi participe à cette émancipation par les arts et la culture et est ouvert à tous, et particulièrement aux jeunes et aux étudiants. Cette semaine est une très belle semaine, riche en programmation, et on continue demain avec donc la pièce Les Inconstances de Alexandre Pecini, qui est là d'ailleurs. Et donc demain à 18h30, on se retrouve ici pour finir cette semaine en beauté, de manière collective, collégiale, mais médiatrice. Voilà. Merci beaucoup. A volti patrioti vanno via questa un sogno cittadella un bulia stancia un'idea zidella